Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, comme chaque jeudi, en tout cas quand on tourne c'est le jeudi. Comme à mon habitude, je suis avec Charles Gave. J'ai plus le pullover. Hein. Oui, il n'y a plus le pullover, vous avez fait sensation avec, hein. Que ce soit en bien ou en mal, vous avez fait sensation. Oui, non, il n'a laissé personne indifférent. C'est sûr ça. Il est très beau ce pullover, moi je suis très fâché. Il a un certain charme, on pourrait dire, il est original, mais enfin, pourquoi pas quoi. Bon, alors, cette semaine c'est un petit peu comme la semaine dernière, on n'a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent de très intéressant au niveau... Ce qui ne va pas nous empêcher de parler quand même. Ce qui ne va pas nous empêcher de parler. Alors, on peut parler des heures sur n'importe quoi. Voilà. C'est dommage que vous ne soyez pas plus connaisseur en foot, parce que là, on pourrait y passer 2 heures aussi. Oui, non, mais on reverra ça au moment de la Coupe du Monde de rugby dans un an en France. Là, j'aurais plein de choses à dire. Voilà, peut-être, ouais, je m'y intéresserai en plus davantage, donc ce sera intéressant. On pourra faire une émission spéciale rugby, tiens, en France. Voilà, ça sera important. Ça. Ce sera intéressant. Donc les gens mettront la télé, et puis ensuite, hop, ils basculeront sur YouTube les commentaires pour regarder. Avisé. Voilà. Bon, alors, on a quand même quelques trucs à évoquer. Pour moi, la première chose, c'est une question générale. La France se dirige-t-elle vers le tiers-monde ? C'est un titre un peu racoleur, mais enfin, je m'explique. Emmanuel Macron disait le 3 juin 2022 qu'il n'y avait aucun risque de coupure d'électricité l'hiver prochain. Donc évidemment, dans le contexte où il le disait, c'était quelques jours avant les élections législatives, donc on peut comprendre l'aspect électoraliste. Et aujourd'hui, on apprend que c'est pas tout à fait le cas. Le gouvernement est très gentil cependant, ils vont apparemment nous prévenir, donc 3 jours à l'avance, de quand on risque d'avoir une baisse de production d'électricité, et donc des risques de coupure qui devraient être de l'ordre de 2 heures maximum, et de manière localisée. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour le moment. Donc concrètement, ça affectera aussi quand même les lignes téléphoniques, et donc par exemple les appels d'urgence. Donc on peut avoir des appels d'urgence qui vont du coup devoir attendre 1 ou 2 heures pour être faits. C'est quand même un petit peu bizarre. Attendez, le coup des 2 jours ou 3 jours avant, là ça me laisse pantois, parce que la façon dont marche un réseau électrique, c'est que si on commence à trop tirer dessus, il se débranche tout seul, pour éviter qu'il y ait que les appareils ne se pètent. Donc, me dire qu'on va me prévenir 2 jours avant qu'il va y avoir une crise, c'est comme de m'annoncer que les pompiers doivent faire des manœuvres la veille des incendies. Vous savez, si on savait que l'incendie va venir, on le ferait pas, quoi. Oui. Donc ça me paraît quand même... Ça me paraît encore un truc complètement farfelu, mais je me trompe peut-être, mais c'est pas la façon dont les pannes d'électricité dans mon histoire se sont passées. C'est que d'un seul coup ça s'arrête parce qu'il y a un type qui a tiré trop, parce qu'il y a une usine qui est tombée en panne, et d'un seul coup le système se débranche instantanément. Donc m'annoncer qu'il va y avoir des pannes d'électricité prévues, ça me laisse pantois. Oui, effectivement, moi aussi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, à moins de savoir à l'avance quelle va être la production d'énergie d'ici 2-3 jours, et de savoir aussi quelle va être la consommation, et de savoir que du coup la consommation va être légèrement au-dessus de l'offre. Ça me paraît un petit peu bizarre, mais enfin après tout, peut-être que c'est possible, mais enfin... Peut-être Monsieur Macron est aussi un grand spécialiste de l'électricité. En dehors de toutes ses nombreuses qualités, on a vu de quoi il était le spécialiste. Oui, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, maintenant, je commence à être inquiet, parce que si maintenant on va avoir des coupures d'électricité, c'est qu'on va plus avoir d'électricité du tout, vous croyez ? C'est-à-dire, oui, en gros, ce sera localisé, ce sera sur un moment. Oui, c'est ça, oui. Ce sera peut-être pendant 1 ou 2 heures. Je sais pas combien de temps ce sera. C'est-à-dire la fréquence de ces coupures pendant l'hiver, puisque ça devrait être pendant l'hiver. Mais enfin, c'est quand même assez problématique. Et les commissariats répondront plus. C'est pas comme s'ils répondaient beaucoup, remarquez. Mais... oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que d'un coup, on aura peut-être toute une ville, tout un département, une partie d'un département qui va être coupé d'électricité. Je trouve ça complètement dingue dans un pays aussi développé que la France, quoi. Je veux dire, ça, c'est un problème du Venezuela ou de pays comme ça. Mais comme je n'ai cessé de l'expliquer ici, si on continue cette politique, on va tout droit vers l'Argentine. Donc oui, c'est la réponse à votre question, c'est... Faut pas oublier que l'Argentine était le premier ou le 2e niveau de vie du monde en 1945, et que maintenant c'est un pays où
tout le monde meurt de faim et où ils ont une dette pas possible, qu'ils réussissent pas à rembourser, ils sautent tous les 2 ans. Enfin, je veux dire, une inflation de donc oui, c'est pas... L'inflation à 3 chiffres. C'est quand même pas très surprenant. Si vous suivez une politique imbécile, vous avez des résultats désastreux, non? Je vois pas je vois pas pourquoi ça devrait être différent de nous. Ah non, mais bien sûr, ça, je suis complètement d'accord. On a encore 20 réacteurs qui sont à l'arrêt. Et qui prennent du retard. Quand vous regardez, en principe, ils auraient dû quasiment être tous remis à la fin décembre. Mais EDF n'arrête pas de repousser la date de remise donc peut-être ils seront disponibles l'été prochain, allez. Ouais, peut-être. Et en plus de ça, c'est vraiment au pire moment parce que c'est complètement lunaire. C'est-à-dire qu'on est au moment peut-être de notre histoire récente où on a le plus besoin d'énergie nucléaire, et c'est le moment où on en a le moins. Et donc pour quand même pouvoir assurer la consommation d'énergie, on achète plus de gaz que d'habitude, et d'ailleurs ça a de très mauvais effets sur nos émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a un site... On n'a pas rouvert les mines de charbon, on n'est pas comme les Allemands. Non, pas encore. Ça va venir. Oui, à mon avis, ça peut venir, tout à fait. On a un site très connu qui s'appelle Electricity Map, où en gros, on a en temps réel, et on peut savoir aussi les années précédentes, les mois précédents, la quantité de CO2 éjecté dans l'air par quantité d'électricité produite. Et donc on a ça par région en Europe. Et la France, habituellement, fait vraiment partie des bons élèves. C'est-à-dire dans les bons élèves, on a la Suède, la Norvège et la Suisse, en gros. Et nous, on est tantôt 3e, tantôt 4e. Et donc, très généralement, on est en vert sur la carte. Et en fait, la semaine dernière, on est passé en jaune. C'est-à-dire qu'on est passé quand même à un autre niveau. Alors, on n'est jamais proche encore de l'Allemagne ou de la Pologne ou de pays comme ça où c'est absolument désastreux. Mais enfin, on a quand même 2 fois plus d'émissions de CO2 par quantité d'énergie produite que, par exemple, il y a 5 ans. Ce que je trouve absolument dingue. Les gars qui sont au pouvoir depuis un petit moment, y compris Hollande, n'arrêtez pas de nous casser les pieds avec la transition énergétique. Donc, alors je crois que ce qui s'est passé, c'est comme M. Macron avait dit qu'il fallait fermer la moitié des centrales nucléaires il y a 2 ans, en 2035. Oui, il voulait passer. Je sais pas. Et que donc M. Macron voulait fermer ça, et du coup M. Lévy, qui était le patron de l'EDF, avait pas tellement dépensé d'argent sur le maintien des centrales en bon ordre. Maintenant qu'on décide qu'il faut retourner vers le taux nucléaire, il faut reprendre les centrales, mais si vous avez mal entretenu un outil pendant un petit moment, il devient un peu rouillé, c'est difficile de le remettre en haute qualité. Donc je crois que ce qui se passe, tout ça, c'est le résultat, allez, je vais le dire encore une fois, d'une imbécilité congénitale au gouvernement, quoi. Ça fait... entre Hollande qui décide de fermer Fessenheim, M. Macron qui ferme Fessenheim pour honorer la parole d'Hollande, qui devait en être le premier surpris d'ailleurs, parce que lui-même il s'était jamais très fatigué à respecter ses engagements. Donc je sais pas, moi je trouve qu'on est en train de voir dans la réalité les résultats de cette politique qui s'appuyait sur la magie plutôt que sur la science, et on commence à le voir tous les jours, quoi. Ouais, et ça me rend vraiment hors de moi, parce que dimanche dernier, j'avais regardé 7 à 8, et alors cette émission, elle était oh là là, l'ambiance, c'était terrible, et donc je suis tombé sur un moment où on avait une mère de famille qui expliquait tout simplement qu'elle ne pouvait pas, avec le prix de l'énergie, chauffer la chambre de ses enfants. On avait un homme qui dépensait plus d'argent dans l'alimentation de sa voiture que dans sa propre alimentation. Enfin, c'est des trucs comme ça, complètement lunaires. Et ce qui me révolte, c'est que nous avons des idéologues ou des calculateurs politiques qui prennent ce genre de décisions dans des petits bureaux bien chauffés, où eux, ils disent « Oh là là, je fais mon petit geste pour la planète, pour le climat, c'est trop bien ». Et puis ensuite, en fait, on a des familles qui concrètement en souffrent. C'est extrêmement concret. C'est pas normal en France, dans un pays aussi développé que le nôtre, avec la technologie dont on dispose, de pas pouvoir chauffer la chambre de ses enfants. C'est complètement révoltant. Oui, je sais bien, mais ça c'est le résultat d'avoir laissé trop de décisions prises par des gens et non pas par
si j'ose dire, le marché. Vous savez, on m'explique tout le temps que le marché est injuste. Oui, c'est vrai. Mais le marché, si on l'avait laissé foutu la paix, il aurait bâti des centrales nucléaires tranquillement. Hein. Oui. Oui, bah complètement. C'est la meilleure rentabilité, je veux dire, économique, c'est la meilleure rentabilité écologique. Enfin, je veux dire, je comprends pas pourquoi on n'est pas à fond dedans. C'est la plus pilotable. Effectivement, avec par exemple le solaire, c'est hyper dur à entretenir. Ils ont fait ça en Chine, par exemple, il y a quelques années, ils ont quand même tenté le solaire. Donc on a des vallées entières, parfois dans les montagnes, qui sont recouvertes de panneaux solaires. Alors c'est difficile d'accès, donc quand on a des problèmes techniques, c'est hyper difficile de faire venir des techniciens. On a de la poussière qui s'installe, de la neige ou du sable ou du machin. Enfin bref, donc en quelques années, ils deviennent complètement inutilisables. C'est-à-dire ce que vous dites est un truc intéressant, c'est que aussi bien les moulins à vent que les miroir magique, ce n'est pas renouvelable. C'est-à-dire le soleil et le vent sont renouvelables, mais les instruments qu'on a collés, c'est pas renouvelable du tout. Donc, et ces instruments, pour les bâtir, c'est beaucoup moins efficace que si on avait fait de l'énergie fossile. Donc il y a quand même un mensonge extraordinaire. On dit, on va vous faire une énergie renouvelable, mais pour ça, on bâtit des trucs qui utilisent plus d'énergie que l'énergie fossile qu'on aurait utilisé si on ne les avait pas bâtis. Donc il y a quand même une espèce de mensonge d'État là qui est extraordinaire. Oui, il y a un mensonge d'État, un mensonge statistique ou un mensonge politique. Parce que c'est-à-dire que quand même c'est important. Il faut savoir que ce soit dans le domaine du solaire ou de l'éolien, généralement il faut remplacer complètement la structure tous les 20-25 ans. Oui, en gros. Le solaire c'est plus rapide encore. Et le solaire ça peut être plus rapide justement à cause de ces problèmes-là. C'est-à-dire que selon où vous mettez votre instrument, il peut y avoir du sable, de la neige, de la pluie quand vous dessus. Mettez à la campagne, il y a un truc qui s'appelle, oui en effet, la terre qui sale. Ouais, c'est ça. Donc il peut y avoir plein de problèmes par rapport à ça. Donc il faut à ce moment-là, à défaut de les remplacer, il faut au moins les entretenir, ce qui coûte beaucoup d'argent aussi, ce qui coûte de la main-d'œuvre, etc. 20% du temps. Les éoliennes, il faut quand même mettre un bloc de béton de 14 mètres cubes avant. Il faut savoir aussi à quoi ça ressemble des cimetières d'éoliennes. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je disais qu'on émet 2 fois plus de CO2 aujourd'hui. Bon, c'est notamment à cause du gaz qu'il y a 3, 4, 5 ans. Et pourtant, la dose de production d'énergie par les énergies renouvelables ont augmenté. C'est passé d'environ 19-20 à 26%. Alors que la production d'énergie basse carbone est descendue, notamment à cause du manque de nucléaire. Quand on dit qu'on est à 26%, c'est la capacité installée, mais je ne suis pas du tout certain que ce soit la capacité utilisable. Parce que, en principe, si vous voulez, ils vous disent on met tant de mégawatts ou j'en sais rien, et il y en a à peu près que le quart qui est disponible dans réel, parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, ou je ne sais pas quoi. Ouais. Donc, donc c'est vraiment aussi, par exemple, il n'y a pas eu de vent en Europe depuis une semaine ou quelque chose comme ça, et ça fait beaucoup baisser donc là encore, il y a aussi un mensonge. On me dit on a installé, par exemple, Fessenheim, quand on l'a fermé, ça correspondait en utile à peu près à la moitié des éoliennes qui existaient en France. C'est pour vous dire des désastres que les éoliennes sont. Parce que Fessenheim, c'était sur le Rhin là-bas, personne ne savait qu'il y en avait une même. C'était... Enfin bref. Donc si vous voulez, bon, on revient toujours à ce qu'on dit, c'est le résultat de ce que j'appelle la politique sans alternative, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, donc on est obligé de le faire. Mais moi, je suis en train de lire le bouquin de cet Américain qui a travaillé dans l'administration Obama, qui est un professeur de physique nucléaire et tout, qui est quand même prévient tout. Il est tout à fait remarquable, ce bouquin. Et il vous montre des choses qui sont tout à fait stupéfiante, c'est-à-dire que par exemple on vous dit que la température moyenne monte. Bon, très bien, la température moyenne monte. Mais en fait, vous savez pourquoi elle monte? C'est parce que les températures les plus basses sont montées. Il n'y a pas plus de canicule. C'est-à-dire que c'est simplement qu'il fait plus moins 40. Dans le nord du Minnesota, on est passé à moins 30, quoi. Donc la température moyenne est montée. Mais en fait, c'est les températures les plus basses qui sont montées. Et pas du tout les températures les plus hautes. Il n'y a pas plus de tornades, il y en a même moins. Il n'y a pas plus d'incendies de forêt, il y en a moins. Il n'y a pas plus de... tout ça, c'est démontré par les statistiques. Et ça fait rien. Dès qu'il fait 40 un jour de juillet en Avignon, ce qui arrivait tous les étés, tout le monde, tous les journaux commencent à titrer les réchauffements atmosphériques.
Et il est vrai que les températures montent, mais c'est parce que, pour ça que par exemple les vignes arrivent beaucoup plus tôt à échéance, c'est parce qu'il fait moins froid la nuit. Mais personne ne sait pourquoi. D'accord, oui. Oui, et puis, en plus, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on se caille pas la nuit. Alors, j'ai pas encore lu son livre, j'aimerais bien le lire, mais de ce que j'ai compris aussi, il estime que le réchauffement climatique, même si c'est une réalité statistique, ça ne veut pas dire que les causes sont nécessairement d'abord, les causes sont pas celles qu'on dit. C'est peut-être le cas, mais il dit en plus, compte tenu du fait qu'on va monter de 1,5 ou 2 degrés en 50 ans ou en 100 ans, par exemple, la mer monte de 2 mm par an, depuis 10 000 ans. Bon, 2 mm par an, bon, ça veut dire que dans un siècle, ça fera quoi, 20 cm? Ben, c'est tout à fait inférieur à la moindre des marées, quoi. Mmh. Donc, on va pas s'énerver. On va pas changer la... Parce qu'il y a un truc, une marée qui montera de 2,20 m à la place de monter de 2,40 m, ou j'en sais rien, vous voyez. Donc, donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il montre dans ce livre, c'est à quel point, également, dans les scientifiques, il y a des gens qui ont systématiquement faussé leurs résultats. Vous savez, quand vous faites des graphiques, par exemple, hein, un truc assez simple, vous faites votre graphique et vous voulez montrer qu'il y a une tendance haussière. Donc, vous regardez la température aux États-Unis, il y a une tendance baissière, par exemple, qui dure une dizaine d'années, 15 ans, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça a baissé. Et puis, à partir de là, on a dû faire un plus bas vers les années 50, et puis ça remonte depuis, quoi. Ben, vous commencez votre graphique en 50, au moment où ça remonte. Mais si vous prenez sur 100 ans, on a baissé, on est remonté, on se retrouve au même niveau. Mais si vous commencez en 50, vous voyez que la tendance haussière, vous continuez, vous dites, ah oui, ça monte beaucoup. Hein. D'accord. Donc ils n'arrêtent pas, et ces mensonges statistiques que sont faits par des scientifiques, ils le font parce qu'ils touchent de grasses subventions, et c'est repris en chœur par toute la presse, qui hurle, on va tous griller, on va tous être noyés, faudrait qu'ils se mettent d'accord d'ailleurs, on peut être grillé et noyé, remarquez, c'est... Donc, il montre les textes, etc. Il a lu tous les rapports du GIEC, et il dit, les modèles, c'est un spécialiste des modèles mathématiques, hein, le gars. Il a créé une chaire de modèles mathématiques à Caltech, c'est pour vous dire qu'il doit être balèze pour les modèles. Eh bien, il dit, les modèles mathématiques aujourd'hui, on n'a pas de résultats meilleurs qu'en 1970. Il y a 3 degrés d'écart type. C'est-à-dire que c'est du n'importe quoi, puisqu'on annonce qu'on va monter jusqu'à 3 degrés de plus. Mmh. Mais statistiquement, ça ne veut rien dire. Donc c'est quand même étonnant de voir un grand scientifique de gauche, etc., vous expliquer que tout ça, c'est du début à la fin, ça me rappelle un peu le Covid, si vous voulez. Mmh. Où on nous expliquait qu'on allait être... Si vous n'étiez pas vacciné, vous alliez contaminer tout le monde, vous alliez mourir. Puis on apprend que, on était vacciné, on contaminait très bien, et deuxièmement, ça tuait que les vieux. Donc on vit aujourd'hui dans le domaine de la presse et dans le domaine de la science, dans l'ère de la manipulation du mensonge. Et je trouve ça extrêmement inquiétant pour nos démocraties. Mmh. Ouais, effectivement, ça m'intéresserait de lire ce livre. Il est très bien, je vous le dirai. Ça a l'air assez intéressant, surtout il est dur à lire, hein, parce que c'est un livre d'un scientifique. Donc c'est comme si vous preniez un cours sur le global warming avec un professeur qui est vachement balèze. Donc il vous explique, il essaye d'expliquer du mieux qu'il peut, mais c'est pas un Agatha Christie, vous tournez pas les pages. Ouais. Non, mais il faut prendre un papier et un crayon. Hein. J'aime bien les bouquins comme ça. Généralement, je les comprends pas trop mal. Oui, non, mais il faut s'accrocher, quoi. C'est pas... Ouais. D'accord, c'est intéressant. Il faut le lire, c'est quand même un très bon bouquin. Oui, je sais plus exactement comment il s'appelle, on peut peut-être en faire la publicité, parce que c'est édité chez l'Artilleur. C'est édité chez l'Artilleur, ça s'appelle... En anglais, je crois, c'est... Enfin, je ne me souviens plus, parce que mais je l'ai lu, c'est très bien. D'accord. Je pense que les gens peuvent... Faudra peut-être mettre un d'ajouter sur la fin, on mettra la photocopie du titre. Faudra penser dans la description. Ouais. Voilà, donc voilà pour ce qui est le volet un petit peu énergétique sur le coup de gueule de nos décisions depuis 20 ans, 25 ans. On peut peut-être... on peut dire que toutes les décisions étaient mauvaises. Oui. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, c'est toutes les décisions prises par ces administrations en France depuis Jospin à peu près, et Chirac, ont toujours été dans le mauvais sens. Oui. Et dans le sens de la magie et pas de la science. Et c'est génial parce que ceux qui sont présents aujourd'hui au gouvernement nous disent toutes ces décisions, de 1, c'était pas notre faute, et de 2, c'est très bien.
Oui, donc, on a par exemple la fermeture de Fessenheim, c'est sous Elisabeth Borne quand elle était ministre de la Transition. C'est elle qui avait été chargée de ça. Voilà. Et il y a encore son tweet de l'époque où elle dit qu'elle est très contente. Et aujourd'hui, ils nous disent oh là là, ce qui est extraordinaire avec faute. Elisabeth Borne, quand même, c'est qu'elle a fait Polytechnique. Donc on peut penser qu'elle a été formée à ce qu'elle ait l'esprit scientifique ou mathématique. Ah, oui, oui. Eh ben rien du tout. Elle dit, chaque fois qu'elle ouvre la bouche sur ce sujet-là, elle dit que des bêtises. Or, il n'y a que deux possibilités. Ou elle sait que c'est une bêtise, et c'est monstrueux de le faire quand même. Ou elle ne le sait pas, et c'est très inquiétant pour son niveau intellectuel. Oui, effectivement. Et à ce moment-là, on peut se demander si... Qu'est-ce qu'elle fout là ? Alors, comment elle est arrivée à Polytechnique, ou si alors elle était très intelligente avant, et puis on lui a pourri le cerveau, je ne sais pas à quel moment de son parcours. Enfin bref. Oui, alors oui, je sais pas. C'est un questionnement général. Vous pouvez donner votre réponse en commentaire. Sujet suivant, on va parler un petit peu de l'inflation avec notamment un modèle comparatif. J'ai vu que en Belgique, beaucoup de salaires étaient indexés sur l'inflation et on a notamment 500 000 employés là qui vont être augmentés, donc de plus de 10% de Alors 500 000 employés, quoi, c'est des employés du secteur public ? Non, du secteur privé. Du secteur privé et donc en gros, alors après ça je sais pas si c'est autant en net, parce qu'en Belgique on est plus imposé en fait sur les derniers revenus, donc si c'est plus 10% ou 11% en brut, ça risque d'être plutôt de l'ordre de 5-6% en net, mais je voudrais vous demander si on pourrait demander aux employeurs en France de faire la même chose, d'augmenter leurs salariés. Et cependant, si c'est faisable, si c'est fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière de surinflation où donc les gens vont continuer à consommer. Bien sûr, on peut monter sur l'échelle mobile et à ce moment-là, elle continue à tourner, on monte. Mais il ne faut pas oublier que bon, les salariés du secteur public, ils sont branchés sur le budget de l'État, donc ils risquent pas de leur arriver. Mais la capacité de payer des salaires par une entreprise, ça dépend de sa rentabilité. Bah oui. Si quand il n'y a plus d'argent, ils font quelque chose qui s'appelle, ils déposent le bilan. Et l'entreprise disparaît. Donc, moi, ce qui me fait un petit peu peur dans tout ça, c'est que les gens vont demander des augmentations dans le secteur public, ou bien sûr, ils feront grève au moment où il faut à la SNCF ou à la CGT ou j'en sais rien, et on leur donnera leurs augmentations et puis dans le secteur privé, ben, les patrons vont dire, vous savez, ma marge est déjà la moitié de ce qu'elle est en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, donc si ça vous fait rien, je vais pas vous filer l'augmentation, parce que si vous la filez, ben, je peux plus vous embaucher, quoi. Donc, augmenter les salaires, c'est une très bonne idée, à condition que vos prix augmentent du concurrence. Oui. Mais si vos prix augmentent pas, je sais pas, si vous n'êtes pas capable d'augmenter la baguette de pain, parce qu'il y a de la concurrence dans le quartier, ben, vous augmentez pas le pain et vous fermez votre boulangerie. Donc, l'inflation détruit beaucoup plus les gens pensent que c'est un truc neutre. C'est pas vrai du tout. Ça détruit tous ceux qui peuvent pas augmenter leur prix. Ouais. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans une position concurrentielle, et ça permet à ceux qui sont dans une position monopolistique de s'en sortir beaucoup mieux. Bien sûr, ouais. Donc en quelque sorte, ça détruit tous les vrais entrepreneurs, et ça tue les autres. Donc c'est vraiment une saloperie, l'inflation. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui permettre de commencer. Mais non seulement ils ont voulu la commencer, mais ils l'ont fait volontairement, puisque le but c'était d'amener l'inflation à 2 ou 3% par an pour aider je sais pas quoi. Et maintenant, on est en train d'en payer le prix. Donc oui, c'est... quand vous regardez l'inflation, vous avez deux phénomènes qui se passent. Le premier, c'est l'inflation commence souvent avec une hausse des prix de l'énergie. On en a souvent parlé. C'est ce qu'on appelle l'inflation primaire. Bon, ça monte dans les prix. Tout le monde augmente ses prix à peu près à due concurrence de la note d'électricité. Allez, encore s'ils peuvent, hein. Pas tout le monde. Bon. Puis ensuite, vous avez l'effet secondaire. C'est-à-dire que les gens qui ont payé leur baguette plus cher, demandent à être augmentés, même s'ils sont dans l'administration. Et donc, on voit que le deuxième effet, c'est que la hausse des prix se diffuse. C'est-à-dire qu'au début, vous regardez l'indice des prix. Dans l'indice des prix, vous avez l'indice du prix de l'énergie. Puis, vous voyez, lui, il monte de 40%, et le reste reste à 2, quoi. Puis, au bout d'1 an, vous voyez que la hausse des prix de l'énergie tombe à 10, mais que tous les autres sont en train de monter de 2 vers 10. Ouais. Et cette deuxième vague d'inflation, c'est celle qui fait mal, qui est très difficile à arrêter. Ouais. C'est très difficile à arrêter. Donc, on est sans doute en train de passer de la première à la deuxième. Et ça veut dire qu'il faut des politiques monétaires très restrictives, qu'il faut une récession.
Et ça, c'est la période pas rigolote du tout, quoi. Au début, l'inflation, c'est comme le dernier coup de pinard pour prendre la route, quoi. Vous savez, vous y allez, je vais partir tranquillement et tout. Puis ensuite, quand vous prenez le deuxième, c'est un peu comme vous prenez le platane, quoi, après avoir pris le premier coup de pinard, quoi. Bon, on a eu le premier coup de pinard, maintenant on va voir le platane. Et aussi, je notais une astuce statistique dont à mon avis Bruno Le Maire va être extrêmement friand. C'est qu'on parle donc de cette inflation depuis à peu près 1 an maintenant, et ça a vraiment pris un coup d'accélérateur en mars-avril dernier. Et on va avoir un phénomène où probablement les prix vont être toujours aussi difficiles à assumer pour le consommateur, sauf que par rapport à l'année dernière, il ne va plus y avoir une augmentation c'est ce qu'on appelle l'effet de base. C'est ça. C'est-à-dire que si vous passez de 100 à 110 et puis de 110 à 118, chaque fois en 1 an, la deuxième année, vous allez avoir l'impression que le taux de croissance de l'inflation baisse, donc que tout va bien. Mais vous, à la place de payer votre truc 100, vous le payez 118. Et vous vous sentez pas mieux que quand c'était à 110. C'est ça, exactement. Et donc, comme l'effet statistique fait ça y est, ça baisse. C'est bon. Ça. Donc en fait, il faudrait peut-être. Ça baisse pas, c'est la hausse qui ralentit. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir peut-être un premier calcul de l'inflation classique, c'est-à-dire un mois, on compare par rapport au mois de l'année précédente. Et il faudrait peut-être rajouter un autre chiffre, c'est peut-être aussi le mois de l'année encore avant, à N-2. Ce serait ça, ou ce qui plus simple, c'est de prendre le revenu disponible des gens et de déflater par l'indice des prix de détail, comme ça. Vous déflatez par 110 d'abord, puis par 118, et vous voyez que le revenu disponible des gens, il continue à baisser. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on fait assez facilement, ça. C'est assez facile, ça. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ça va amener à une baisse des niveaux de vie considérable. C'est ça. Donc on risque d'avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, Bruno Le Maire qui va nous dire c'est formidable, l'inflation descend. On est passé de 8 à 4, regardez, ça marche très bien. Mais les gens pourront toujours pas consommer autant. Ils pourront toujours pas s'acheter leur baguette de pain. C'est ça. Quoi. On risque d'assister à ça et ils vont se féliciter. Ça m'énerve à l'avance, ouais. c'est comme son histoire de quand on avait eu une récession en 2020, puis donc une croissance en 2021 qui d'ailleurs n'atteignait même pas le chiffre de la récession d'avant, mais du coup Bruno Le Maire fanfaronnait. Oh là là, croissance record, incroyable, plus 6%, on n'a jamais vu ça depuis 50 ans, c'est fantastique. Et qui était arrivé que par l'accroissement de la dette a été très supérieur à l'accroissement de la croissance. Donc c'était aussi une... Non mais, ce que disait Churchill, qui était un type intelligent, il disait je n'utilise jamais des statistiques que je n'ai pas trafiquées moi-même. Je crois que c'est... je pense que Bruno Le Maire, on les trafique pour lui. Parce qu'il ne les trafique pas lui-même. Non, parce qu'il ne sait pas faire une règle de 3, le pauvre garçon. C'est très possible. Donc oui, lui, il délègue encore. Sujet suivant. Je voudrais parler d'un truc qui n'arrive pas très souvent, c'est des révoltes populaires en Chine. Il y en a eu, je pense que oui, l'exemple c'est Tiananmen 1989, donc ça fait quand même, je pense, sans précédent 33 ans, c'est quand même pas mal. Donc on a une administration qui est extrêmement dure, et surtout qui maintient, par rapport au Covid. Ce que je veux dire, vous savez, on a des équipes à Pékin, on a des équipes à Hong Kong, etc. Et je dois dire que là, je fais preuve d'un peu d'ahurissement, je comprends pas très bien. Parce que, bon, le Covid, surtout les dernières variantes du Covid, ça tue personne. Oui, en tout cas, pas plus que la normale, qu'on n'a pas... Il y a quelques vieux qui disparaissent avec le Covid, mais c'est pas sûr qu'ils soient morts du Covid. Et par exemple, je crois que ça fait quelques jours qu'il n'y a pas eu un seul mort du Covid en Chine. Et pour des raisons que je ne comprends pas, ils ont enfermé les gens, littéralement depuis 3 ans, des familles entières dans un espace qui n'est pas plus grand que celui-là. Donc vous êtes enfermés pendant 3 ans, vous ne pouvez pas aller faire les courses. Il y a des gens qui sont littéralement morts de faim parce qu'ils ne pouvaient pas aller faire les courses. Vous n'aviez pas le droit de sortir, on vous tapait dessus si vous sortiez. Pour une maladie qui n'est pas... qui fait pas de mal, quoi. Donc j'ai posé la question à tous mes gars à Pékin, je leur ai dit, mais alors, pourquoi parce qu'ils veulent pas que les vieux meurent, parce qu'en Chine, les vieux, c'est très important. Je suis content que ce soit important en Chine, d'ailleurs,
plus je vieillis, plus je suis content d'ailleurs, mais c'est, je vois pas pourquoi il faut enfermer la population entière qui n'a aucun risque pour sauver des vieux à qui il n'arrive rien, quoi. Puis en plus, tous les vieux sont à la campagne, beaucoup, parce qu'ils étaient paysans, c'est cette génération qui est partie dans les villes. Et donc et maintenant, ce qui se passe, c'est que la population en a marre, se révolte et va taper sur les flics. Ce qui est bon, les Chinois peuvent être assez violents et bruyants, donc je sais pas ce qui se passe, mais là, il se passe un phénomène que les Chinois sont en train de signaler à leur gouvernement. Bon, mais ça va bien, hein. Ce qui est très rare parce que vous allez au Laogai, hein, vous partez assez facilement dans un camp quand vous faites l'andouille. Ouais. Donc, mais en plus de ça, ce que j'observe, c'est qu'en général, dans la mentalité chinoise, il y a vraiment un respect de la règle, même si elle est absurde. Bon, par exemple, tout ce qui est contrôle social, etc. Beaucoup de Chinois trouvent ça normal. Se balader. Mais là, j'ai du mal, je comprends pas pourquoi ils prennent ce risque politique. Pourquoi veulent-ils maintenir les gens parce que c'était pas du tout le confinement français, c'est-à-dire que vous aviez pas le droit de sortir, et si vous sortiez, on vous ramenait un coup de bâton dans chez vous, et c'était, on vous emmenait en taule. Oui, et il y a eu des morts dans ce truc-là. Il y a eu une affaire où, par exemple, il y avait eu un incendie. Oui, ils avaient bloqué les issues de secours. Voilà, ils avaient tout bloqué, donc personne ne pouvait sortir. Donc il y a eu des morts par rapport à ça. Il y a eu 10 morts, je crois, avec dont 1 ou 2 enfants. Donc, pour moi, est-ce que ça me rappelle un petit peu l'imbécilité de Macron sur les travailleurs des hôpitaux. Vous savez, on est le seul pays au monde qui n'a pas réintégré les gars qui avaient refusé de se faire vacciner. Tout à fait. Et Macron avait dit, je cherche à emmerder les gars qui ne se font pas vacciner. Bon. Et donc, cet homme est peut-être tellement vaniteux qu'il refuse de considérer qu'il a fait une erreur et que dans le fond, il faut la réintégrer. Et peut-être les Chinois sont arrivés dans un système tellement autoritaire qu'ils n'arrivent même plus à admettre qu'ils ont eu tort. À admettre qu'ils ont eu tort et à dire, bon, ben les gars, maintenant on sort et puis on prend à zéro, quoi. Alors, mais cette espèce de façon que les gouvernements ont de traiter les gens comme si c'était des morceaux de viande, ça me laisse pantois, moi. Oui, non, effectivement, c'est très curieux ce phénomène-là, parce qu'en plus de ça... Ils avaient fait ça en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça avait été extraordinaire, ce qui était pourtant des pays de droit anglais, quoi. Mm-hmm. Ils ont fermé le pays complètement, alors qu'on se rend compte que maintenant qu'il y a plus de morts en Australie qu'en Suède, quoi. Mais ça me surprend de la part de la Chine, parce que c'est-à-dire que ça coûte de l'argent de faire ça, d'enfermer des quartiers entiers, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas travailler, ils peuvent pas produire de la valeur, il faut donc envoyer des forces de l'ordre, des médecins, des gens complètement en combinaison totale pour aller tester les gens toute la journée, pour aller livrer des paniers repas à tout le monde. Enfin, c'est extrêmement curieux, je trouve. Donc oui, il n'y a pas de bouffe. Donc, et puis en plus, les Chinois sont des êtres sociaux, ils aiment bien se balader dans la rue, ils aiment bien se parler les uns aux autres, ils vont marcher, enfin ils adorent tout ça, quoi. Et pour les Chinois, la bouffe, c'est important. Hein. Vous savez, je crois qu'en chinois, bonjour, ça se dit, est-ce que ton petit déjeuner était bon, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Donc, mais pour moi, je dois dire que là, vous vous dites, mais pourquoi ? Quel est le but recherché ? De montrer qu'on est les chefs ? Curieux. Mais je sais pas. Parce que, vous me direz, c'est à peu près ce que fait Macron avec les 30 000 mecs, là, qui sont les pompiers, les gendarmes et tout, qu'on réintègre pas. Mais pourquoi ? Puisqu'on sait que ça servait à rien. Donc ces gars-là avaient eu raison. Donc pour moi, c'est la même chose, c'est un autoritarisme débridé d'un État qui se sent faible. Oui, et puis il y a un côté très arbitraire, c'est-à-dire je décide de ce qu'est la règle, je décide de pourquoi elle est appliquée. Même si ça marche pas, je continue. C'est ça, oui. Il y a une manière effectivement très, très similaire dans les deux régimes d'estimer que parce qu'on a eu raison, on ne doit surtout pas fléchir, même si c'est complètement débile comme décision. Ça prouve que
Mais ce que je trouve intéressant dans ces révoltes, c'est deux choses. La première chose, c'est que ça s'est transformé. C'était pas juste ce n'est plus juste une révolte contre les mesures sanitaires, etc. Il y a une remise en cause vraiment de Xi Jinping, de son gouvernement. Et la deuxième chose, c'est la manière dont les événements sont traités. C'est-à-dire que, par exemple, dans les médias occidentaux, on peut prendre les médias français, par exemple BFM TV, n'importe quoi. Cette révolte-là est vue comme très libératrice, c'est très bien. Bon, je suis pas en désaccord avec ça. Mais en revanche, quand c'était les Français qui manifestaient contre ça, que ce soit les Gilets jaunes, bon, que ce soit les gens qui manifestent encore aujourd'hui pour la réintégration des soignants, par exemple, bon, notamment les manifestations de Philippot. Hein. Philippot, il a plein de défauts, mais enfin, ça, je suis pas forcément. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je l'aime bien. Ouais, non, mais il a sympathique. Courage. Non, mais voilà, il a raison de faire ces trucs-là. Et là, en revanche, les mêmes médias ne traitent pas du tout ces manifestations-là. C'est de la même manière. Là, c'est pas du tout libérateur. Nous sommes censés être un pouvoir démocratique, alors qu'ils sont censés ne pas l'être. Démocratique, my foot, comme on dit en anglais. Mais donc, ça veut dire qu'une fois de plus, on considère que les manifestants chez nous ont tort puisqu'ils manifestent contre un pouvoir compétent. Alors qu'en Chine, ils ont raison parce qu'ils manifestent contre un pouvoir incompétent. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le cas, mais enfin. Oui, pour moi, en fait, effectivement, oui, il y a une volonté de dire, bon, dans un cas c'est démocratique, dans un cas c'est pas démocratique, donc il y a une révolte qui est légitime, l'autre pas. Mais enfin, moi, je crois que les deux se révoltent pour la même manière, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des décisions arbitraires qui ne servent à rien. De l'autre côté, il y a des décisions arbitraires qui ne servent à rien. Dans les deux cas, on sort dans la rue, quoi. C'est pour ça que le droit de manifester est un droit constitutionnel, mais qui n'a pas été respecté avec beaucoup de sérieux pendant la période des Gilets jaunes, où on leur a tapé dessus avec beaucoup d'abandon, et des yeux crevés et tout, donc des mains arrachées, je sais pas moi. Je trouve on voit quand même beaucoup de ces gouvernements chez nous qui nous expliquent que les autres là-bas c'est très mal mais eux ils sont très bien, et donc manifester c'est une mauvaise idée. Mais je vais dire un truc qui me paraît essentiel dans une démocratie. Manifester est un droit, comme je l'ai déjà dit, constitutionnel, et même si ceux qui manifestent ont tort, ils ont le droit de manifester. C'est comme pour la liberté de parole. Même celui qui dit que des bêtises a le droit d'ouvrir sa gueule. C'est-à-dire que ce sont des droits, comment dire, on ne peut pas les limiter. Ce sont des droits absolus, la liberté de parole, la liberté de manifester, ce sont des droits auxquels le gouvernement ne peut pas s'opposer. Mais ça fait rien, il s'y oppose. En France, on n'a qu'à voir celui qui ouvre sa gueule, comment il est traité, celui qui manifeste, comment il est traité. Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'on est un pays démocratique. Non, mais bien sûr, il y a une dérive assez générale. Je ne sais pas si on pourra peut-être traiter ce sujet un jour de manière globale, mais je pense que dans les démocraties occidentales, qui sont peut-être du coup de moins en moins des démocraties, il y a une ressemblance, parfois on tend vers certains régimes que justement nos élites ne font que critiquer, que ce soit le régime poutinien, que ce soit le régime chinois, même si le régime chinois a moins mauvaise presse que le régime poutinien, étrangement, alors qu'il est peut-être encore plus dur. Mais effectivement, je vois ça, que ce soit même une volonté aux États-Unis de limiter aujourd'hui par exemple les premiers amendements comme jamais dans l'histoire des États-Unis. C'est pas possible. Le premier amendement on peut pas le limiter. Non, mais il y a cette volonté de toucher au premier amendement. Le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la liberté de parole. Point barre. Ouais. Et même si je vexe quelqu'un en disant une grosse bêtise, eh ben, la parole, quand on a des idées, quand on les exprime avec conviction, il est certain que dans la salle qui vous écoute, ou dans l'assemblée qui vous écoute, il y a des gens que ça va vexer.
Et cela fait une transition parfaite pour le sujet suivant. J'avais pas prévu de faire ça, mais enfin, on va quasiment ouvrir une rubrique Elon Musk Twitter dans cette émission. C'est tellement bien, parce que lui, c'est un homme, justement, pour qui la liberté est un absolu. Exactement. C'est pas relatif. Il y accorde énormément de valeur. Il gouverne par sondage beaucoup sur Twitter. C'est assez intéressant parce que en dernière instance, toute décision lui revient sur des suppressions de comptes, sur des réhabilitations de comptes notamment, que ce soit celui de Donald Trump ou de plein d'autres personnes. À la fin, c'est lui qui prend la décision. Et en fait, comme il recourt à des sondages, on a plein d'articles de presse qui disent « Regardez, Elon Musk dirige Twitter de manière totalement arbitraire en faisant des sondages, c'est n'importe quoi. » Mais je me dis, mais de toute façon, c'est une entreprise privée. Donc, à la fin des fins, la décision, elle est prise par un groupe de personnes. Auparavant, on pouvait avoir des personnes toutes seules ou des groupes de qui n'étaient pas actionnaires, qui n'avaient aucune légitimité. Qui n'avaient aucune légitimité et qui étaient peut-être 1, 2, 3, 4 ou 5. Et aujourd'hui, alors c'est peut-être arbitraire aussi, mais enfin c'est arbitraire sur des millions de personnes. Donc et ça encore revenons à l'essentiel du capitalisme, et surtout dans ce genre d'endroit, si les gens ne sont pas contents de ce que fait Twitter, eh ben ils s'en servent plus. Et ce brave perdra tout son argent. Mais c'est très intéressant justement parce que il a de moins en moins de monde, il a de plus en plus de gens qui passent. Ils ne veulent pas raisonner comme ça. Ils raisonnaient comme ça en 2020, lorsque il y avait vraiment il y avait le compte de Donald Trump qui était supprimé. Il y avait plein d'autres comptes conservateurs qui étaient supprimés. À ce moment-là, c'était probablement la période de censure la plus grosse de l'histoire de Twitter et des réseaux sociaux en général. Et à ce moment-là, donc les conservateurs gueulaient, c'est pas normal, machin, on est censuré, nanana. Et là, que nous disaient les petits gauchistes? Ils nous disaient, mais c'est une entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut, de toute façon, vous n'avez qu'à créer votre propre Twitter. Et maintenant que c'est exactement l'inverse, en plus, c'est même pas l'inverse, parce que c'est même pas des comptes de gauchistes qui sont supprimés, c'est juste des comptes conservateurs qui sont réhabilités. C'est-à-dire, il dit pas, maintenant, c'est plus la gauche qui gouverne, c'est la droite qui gouverne sur Twitter, c'est maintenant, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Donc c'est même pas l'inverse en réalité. Et là, ils sont quand même pas contents, et là, ils veulent pas dire ils sont pas contents parce qu'on empêche les gens, les conservateurs, on n'empêche plus les conservateurs de s'exprimer, ce qui était quand même leur but numéro 1. C'est ça. Et donc ils sont, mais c'est là où il me fait rigoler, même parce qu'il a une capacité à prendre des gens à contre-pied, et comme il a, c'est-à-dire que il y en avait un autre aussi, mais c'est quand même le premier qui a ces sommes d'argent absolument gigantesques créées par le monde moderne et qui l'utilise pour la liberté d'expression et non pas pour forcer les autres à la fermer. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Si j'ose dire, c'est presque l'anti-Bill Gates. Ouais, oui, c'est le négatif de Bill Gates. Ouais, même je dirais l'anti-Zuckerberg. L'anti-Zuckerberg, l'anti-Bill Gates, l'anti-Soros. Il dit, moi, j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée arrêtée sur ce que les gens doivent dire, mais en tout cas, j'ai une idée assez arrêtée sur le fait qu'ils doivent pouvoir le dire, quoi. Ouais. Parce que les autres, ils avaient une idée très arrêtée de ce qu'on devait dire. Effectivement. Et si on le disait pas, on était sorti par la porte de service, quoi. C'est tout à fait. Et c'est très intéressant. La semaine dernière. C'est génial, vous voulez dire, ça fait tellement de bien. Ah, c'est sûr, c'est parce que moi, en tant que libéral, si vous voulez, je ne demanderai jamais à ce qu'on empêche mais j'y pense même pas d'ailleurs, à ce qu'on empêche les gens qui ne partagent pas mes idées de les exprimer. Mais j'étais quand même un petit peu fâché que je puisse pas exprimer mes propres idées librement. J'ai même été obligé de créer cet institut de liberté avec Emmanuel pour qu'on puisse s'exprimer et dire nos bêtises. Non, mais je veux dire, c'était le point où on était arrivé. Et ça, il faut laisser ça à la technologie, c'est qu'on a pu le faire. Oui, tout à fait. Et donc la semaine dernière, on parlait du fait que il avait trouvé dans des placards de Twitter des collections de t-shirts avec écrit Stay Woke dessus, ce qui veut dire quand même beaucoup. Restez crétin. Donc restez crétin, restez éveillé en traduction littérale. Et aujourd'hui, il dit que il a trouvé des fichiers qui attestent que, en gros, il y avait une volonté sur Twitter, des directives qui venaient de n'importe où. C'est très intéressant parce que d'après ce que j'ai compris, vous savez que le gouvernement n'a pas droit, le gouvernement des États-Unis n'a pas le droit de pratiquer la censure. Oui. Mais alors, ce qui s'était passé, on fera les documents qui sortent, justement, de Facebook, de Twitter, etc. Les gouvernements des États-Unis donnaient un coup de fil
aux gens qui dirigeaient ces sociétés et leur disait j'aimerais bien que, mais aucune trace, hein, mais j'aimerais bien que vous empêchiez M. Trump de parler, quoi. Ça m'arrangerait. Et donc à ce moment-là, la censure venait du secteur privé, ce qui n'était plus une censure. Et donc c'était une façon qu'avait trouvé le gouvernement, en étant très copain avec ces gars-là, de censurer tous les ennemis du gouvernement sans le demander, sans qu'ils y soient pour rien. C'est-à-dire que la Cour suprême ne pouvait rien dire, etc. Mais si on trouve des documents prouvant que le gouvernement a demandé à ce que ça se passe, que le Parti démocrate a demandé à ce que ça se passe, là, ils vont être mal. Hein. Effectivement, et c'est ce qu'il dit avoir trouvé, alors que ce soit en lien avec directement ou indirectement avec le Parti démocrate. En tout cas, il y a eu une volonté au sein de Twitter d'interférer sur la liberté d'expression dans un sens gauchiste, qu'il y a eu une volonté d'interférer dans les élections, notamment celle de 2020, oui, en orientant, en mettant en avant certains articles de presse et pas d'autres, en empêchant certaines presses de par parler. exemple, en disant que l'ordinateur du jeune Biden, et c'était un faux monté par les Russes, et donc en empêchant le New York Post, qui est le plus vieux journal américain, c'est celui qui est le New York Post, il doit dater de Jefferson et Washington, quoi, il est vieux comme... Et donc, en enlevant son site Twitter au New York Post, si vous voulez, faire taire un organisme de presse, surtout aussi important. Surtout aussi important, et aussi ancien et aussi respectable. Enfin bref. Donc oui, si on pouvait trouver qu'il y avait eu quelques coups de fil donnés par les autorités démocrates pour empêcher l'électeur américain d'être informé de ce qui se passe, ce serait intéressant. Oui, surtout qu'on en avait déjà parlé à l'époque, on radote un peu, mais enfin, vaut mieux se répéter, c'est que l'électeur moyen américain en 2020, c'était mesuré par le Pew Research Center, était beaucoup plus au courant de tous les potentiels scandales de Donald Trump que de ceux qui touchaient Joe Biden. Surtout que Donald Trump, c'est dans l'histoire des États-Unis le président qui a subi le plus de commissions d'enquête, etc. Ce type, il a eu des commissions d'enquête au FEST depuis 6 ans, ça continue, on vient d'en ouvrir une nouvelle, et pour l'instant, on n'a jamais rien trouvé. Oui. Oui, donc, mais juste on continue à alimenter le truc. C'est-à-dire on alimente, on va dire s'il y a une commission d'enquête, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il doit être responsable. Mais ça fait quand même 6 ans qu'ils cherchent sur lui des histoires politiques, des business et tout. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Moi, on chercherait pendant 6 ans ce que j'ai fait de salopard dans ma vie. Je suis bien sûr qu'on finirait par trouver quelque chose. Je sais pas quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est presque impossible de remonter un homme aussi public que Donald Trump qui a été dans l'immobilier, et dans les médias. Alors. Et puis on n'a quasiment rien trouvé sur lui. Effectivement, c'est curieux de rien avoir trouvé. Ouais. C'est peut-être qu'ils cherchent pas très bien, je sais pas. Mais pourtant, alors ils ont vraiment tout remonté. C'est bien. Ces histoires de fesses, tout, oui, c'est extraordinaire. Non, ils n'ont rien trouvé de vraiment répréhensible, quoi. C'est marrant. Parce que l'histoire de la Russie, par exemple, on sait que c'était un coup bidon monté par les Clinton, quoi. Donc, mais on sait que le FBI le savait et a continué l'enquête pendant 2 ans, alors qu'il savait que c'était un faux. Et que pour l'instant, il n'y a eu aucune poursuite contre le FBI. Donc, il y a des trucs qui se passent dans la justice, etc., qui sont assez curieux aussi. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas qu'il y ait la liberté d'information, parce que le jour où on sortira qu'il y a toute une série de cadres du FBI et du ministère de la Justice qui étaient corrompus jusqu'à là, c'est qu'ils se sont fait choper, parce qu'on aura trouvé des documents chez les uns et chez les autres. C'est pour ça que c'est intéressant que les Républicains aient repris le contrôle de la Chambre basse, parce que là, ils vont lancer des commissions d'enquête et que ça va... Oui, j'espère qu'ils vont être efficaces, ouais. Mais en même temps, ils n'ont pas de pouvoir judiciaire, donc il faut que ça passe par le ministère de la Justice. Ça va pas être facile, mais ils ont quand même des possibilités de forcer les gens à témoigner. Donc ça, c'est pas mal. C'est ça. Et encore sur Twitter, alors apparemment au moment où on en parle c'est une affaire un peu réglée, enfin il y a eu pendant quelques jours une petite croisade entre Twitter, entre Elon Musk et Apple. En gros il y a une politique sur Apple, c'est-à-dire que vous avez des applications qui sont présentes sur l'Apple Store et elles doivent payer comme une sorte de loyer quoi, pour être là, c'est-à-dire que quand vous avez des achats intégrés, vous devez payer 30% de ce que vous gagnez avec ces achats intégrés à la plateforme Apple Store qui donc héberge votre application. Elon Musk, il a appris ça récemment, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible, ils vont jamais me prendre 30% puisque maintenant il y a l'abonnement avec le truc à 8 €.
Et donc Apple apparemment menaçait Twitter de le déplatformer, de l'enlever de la plateforme Apple Store. Il pouvait potentiellement y avoir la même chose avec Google. Il y a des jugements en cours sur cette histoire d'Apple parce que c'est un monopole. Ah ouais, c'est un monopole, et donc il y a le droit des monopoles qui est en train de se mettre en route. Il y a une grosse bagarre aux États-Unis pour savoir si c'est de la concurrence ou si c'est un monopole. Et ça va être intéressant. Mais quand on revient, il faut savoir aussi que il y avait une application qui était sur l'Apple Store là, qui permettait de savoir où étaient vos copains en temps réel pour pouvoir les appeler, etc. Et elle a beaucoup servi pendant les manifestations chinoises des 15 derniers jours, pour revenir à notre conversation d'il y a quelque temps. Et Apple, avec beaucoup de bonne volonté, l'a enlevé en Chine. D'accord. Donc, Apple, il faut le savoir, a toutes ses usines en Chine, de Foxconn, là. C'est là où tous les trucs sont fabriqués. Foxconn, d'ailleurs, c'est une boîte taïwanaise, mais je ne suis pas sûr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir avec quelle rapidité Apple s'est toujours plié aux demandes du gouvernement chinois quand il s'agissait de faire de l'empêcher les gens de parler ou de se balader Et là aussi, il y a peut-être des choses que Musk sait. Il a peut-être dit à Apple, dites-moi, si je sais ce truc-là sur vos relations avec la Chine, que vous êtes couché avec beaucoup de rapidité chaque fois qu'on vous l'a demandé pour la liberté d'expression, ben, vous allez bien me foutre la paix, quoi. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti une stratégie que je trouvais intéressante. C'est-à-dire qu'il a dit, ouais, si c'est comme ça, bah, moi aussi, je vais faire ma marque de téléphone et on verra bien qui en a le plus à la fin. Et comme ça, ce sera mon téléphone avec mon Apple Twitter. Store, enfin, je sais pas comment il appellerait ça, mon Musk Store, machin, et avec mon Twitter, et comme ça, personne ne pourra me l'enlever. Et au final, donc, il a rencontré Tim Cook hier ou avant-hier, et apparemment ils se sont expliqués, tout va bien, et Twitter ne sortira pas de l'Apple Store. Mais enfin, c'est intéressant. Moi, je sais pas, compte tenu du fait qu'il est fou comme un lapin et qu'il est capable d'acheter 45 milliards quelque chose qui en vaut probablement 10 juste pour une question de principe, pour permettre la liberté d'expression. Si j'étais un des grands tycoons américains aujourd'hui du style de Zuckerberg ou le gars d'Apple, là, j'irai pas chercher la bagarre avec Musk. Il y a des gars avec qui on peut mettre des claques, il y en a qui on peut pas en mettre, quoi. Moi, c'est pas un gars... J'irai pas le chercher, quoi. Ouais. Surtout, bon, à la limite, Apple... Sud-africain, il doit savoir distribuer des claques, quoi. Il y a du jour rugby, celui-là aussi. Apple a vraiment un pouvoir absolument surpuissant. Après, c'est vrai que, par exemple, c'est marrant de voir cette année comment le groupe Facebook, enfin Meta, est en train de devoir virer plein de gens. Zuckerberg apparemment devrait se tirer l'an prochain, en 2023, de l'entreprise, parce que apparemment sa propre réputation en fait ternit l'image de sa marque, parce que c'est un mec bizarre. Ouais, il avait filé 570 millions de dollars ou je sais pas quoi, ce qui est une norme gigantesque, aux démocrates au moment de la dernière élection présidentielle. Quoi. Donc, oui, c'est des plus gros donateurs. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a toute une série on voit cette espèce, on peut l'espérer, mais on voit cette espèce de lien étroit entre la gauche et les médias se défaire un peu partout quand même. Oui, je trouve que c'est intéressant. Globalement, je trouve que l'année 2022 a été une année un petit peu plus difficile que d'habitude pour cette gauche-là, notamment la gauche woke, etc. J'ai vu aussi que Disney avait licencié son PDG. Oui, qui était le roi des woke. Qui était le roi des woke, qui est arrivé en 2019, et qu'ils ont rétabli l'ancien, bon, qui doit pas être particulièrement conservateur, hein, mais enfin qui est peut-être moins dingue que l'autre, parce que en fait ils ont eu des mauvais résultats, parce qu'ils pensent qu'à ça. Non, mais ils ont fait des films complètement idiots, woke et tout. Et quand vous faites Le Seigneur des Anneaux et que vous mettez, sans vouloir, ça rien de raciste que je vais dire, mais que vous mettez que la moitié des elfes sont noirs et tout, dans le film, ceux qui ont lu ce brave Tolkien, ça leur a pas paru essentiel, quoi. C'est-à-dire que à force de vouloir être convenable, on finit par faire des bêtises historiques absolument extraordinaires, quoi. Et de plus en plus, on a le sentiment que enfin on a
le marché qui est obligé de s'ajuster un petit peu à la demande, c'est-à-dire que pendant quelques années, là, on a ces entreprises qui ont pensé d'abord à ce qu'ils faisaient politiquement avant de savoir ce qu'ils faisaient en termes qualitatifs. Il faut qu'ils fassent des films qui soient visibles et qui aient une vraie histoire écrite par des gens de talent. Bah oui, mais justement, vous parlez de ce truc sur l'adaptation Seigneur des Anneaux, là, les Anneaux de pouvoir. Il y a eu des assez mauvais retours sur Amazon, et pourtant c'est la série la plus chère de l'histoire. Ils ont mis 1 milliard dans cette production. Alors pas que sur la première saison, ils ont les autres saisons en préparation aussi. Mais enfin, c'est quand même la série la plus chère de l'histoire, et c'est sûr que ça la fout mal si derrière c'est mal noté. Enfin bref. Oui, mais si on peut dire ce qu'on veut de Tolkien, dont le bouquin est là derrière d'ailleurs, parce que moi j'ai beaucoup lu Tolkien, j'ai beaucoup aimé, mais Tolkien c'était une espèce de résumé ou de transfiguration des grands mythes de l'Europe du Nord. C'est ça, ouais. Mais de l'Europe du Nord, c'est-à-dire il y avait les Celtes, il y avait les Saxons, il y avait les Norvégiens là-haut, les Vikings, mais c'était pas mondialiste. Hein. Oui, bah oui, c'était assez centré sur l'Europe. Il avait une très bonne en plus. Hein. En plus sur l'Europe du Nord, il avait une très bonne connaissance de toutes ces mythologies-là, et il voulait à partir de ces mythes-là refaire un petit peu ces mythes à lui, sa mythologie anglaise en quelque sorte. Il a bâti une saga incroyable. Quand je relis Le Seigneur des Anneaux, chaque fois je me fais un souci pas possible pour le pauvre Bilbo, j'en sais rien. je me dis. Chaque fois je me laisse prendre. C'est Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, et effectivement Bilbo dans le précédent. Là. C'est lui qui a trouvé l'anneau, c'est Bilbo qui a trouvé l'anneau. Oui. Enfin bref, on s'éloigne. Mais pour ceux qui n'ont pas lu Le Seigneur des Anneaux, je vous dis, vous allez lire Le Seigneur des Anneaux tout de suite. Vous commencez à la page 100, parce que les 100 premières pages, ça n'a aucun intérêt. Il aurait voulu qu'on lise pas son livre, il a 100 premières pages, il se passe rien, des trucs auxquels on comprend rien. Vous commencez à la centième quand Frodo commence à s'en aller avec l'anneau. C'est là où ça devient intéressant. Ouais. Mais les 100 premières pages, c'est vraiment pas la peine. Hein. Je comprends même pas que quelqu'un ait dépassé les 100 premières pages. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ce truc a eu tellement de succès. Il y a quelques gars qui étaient en prison qui ont continué à le lire, mais c'était enfin bref. C'est mon côté critique littéraire, ça. Mais je sais même plus où est-ce que j'en étais. Je crois que je voulais avoir une interrogation sur un truc, c'est que justement, même si cette menace d'enlever Twitter de l'Apple Store ne va probablement pas arriver à exécution, je me pose une question plus globale dans un monde où, surtout en Occident, gauche et droite ont de plus en plus de mal à cohabiter. Je me pose la question, est-ce que au final, on va pas devoir réellement faire une marque de téléphone qui soit c'est pas. C'est le pire de tout. C'est ça contre. Il faut pas faire un contre-système. Musk se révolte contre ça. Il dit le pire qui peut arriver, c'est qu'à ce moment-là qu'on fasse un Twitter de gauche, un Twitter de droite, et les gens ne verront plus jamais une opinion qui soit pas la leur. Donc ils se baigneront avec plaisir dans les idées de ceux qui pensent comme eux. Mais la base de la démocratie, c'est de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec vous. Donc ce que dit Musk, il a profondément raison, c'est qu'il faut que Twitter tout soit permis, que les gens se mettent sur la gueule avec beaucoup d'entrain, et que c'est par là qu'on fera des progrès. Et c'est pas en nous mettant dans des cases aseptisées. C'est le pire des solutions de mettre un Twitter de gauche et un Twitter de droite, c'est ce qu'il y a de pire. Mmh. Pour moi, c'est une abomination. Espérons qu'on n'arrive pas jusque-là. Mais en tout cas, on y allait avec les gens de Twitter, et avec Musk, on est en train d'en sortir. Donc, et justement, ça posait un problème. Et pour ça qu'il est attaqué par la gauche. Il y a eu plusieurs applications, justement, à partir de là, qui ont été créées pour essayer de contrer cet effet-là. Il y avait eu Parler à un moment donné, il y a eu Getter ensuite, qui existe toujours d'ailleurs. Il y a Trump qui a fait son réseau. Je crois qu'il a sauté parce qu'on lui a enlevé ses serveurs. C'est ça. C'est Amazon qui a décidé d'un seul coup, plus de serveurs, boum. C'est ça. Donc en fait, on se posait la question à chaque fois de jusqu'où il faut revenir pour pouvoir exister. C'est-à-dire que vous n'avez pas Twitter, créez votre propre Twitter. Sauf que si vous le faites, en fait, vous êtes dépendant des serveurs d'Amazon. Donc en fait, Amazon peut décider de vous couper. Même si vous avez ensuite vos serveurs indépendants, vous n'avez plus l'application sur l'App Store, par exemple. Oui, et on peut vous couper l'électricité. Par exemple, c'était le cas aussi d'une application encore plus vieille, Gab, qui avait ses propres serveurs, qui étaient donc autonomes. En fait, ils ont été supprimés de l'Apple Store
Store, du Google Store, etc. Donc en fait, ils existaient toujours pas. Enfin, ils sont disponibles que sur le site internet, ce qui est beaucoup moins sympathique que sur l'application. Donc à chaque fois, on se pose la question de, en fait, il faut pas juste faire l'application, il faut avoir les serveurs, il faut avoir le téléphone. La tyrannie, c'est toujours la même chose. Je me souviens de Georges Marchais au moment où les communistes arrivaient au pouvoir en France. On lui avait dit, est-ce qu'il y aura la liberté d'imprimer des livres, etc. Tout le monde pourra imprimer. Il a dit, bien sûr, la liberté d'imprimer à condition qu'il trouve du papier. Et comme c'est-à-dire que comme par hasard, si Marchais était responsable de la culture, les gars qui n'étaient pas d'accord avec lui, ils auraient pu payer les bouquins, mais avec quel papier, puisqu'il n'y en avait pas pour eux, quoi. Donc la question essentielle, c'est chaque fois qu'on veut imposer la censure, la question c'est on va vous couper le papier. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les serveurs, avant c'était le papier, puis demain ça sera l'encre, ou j'en sais rien. Mais ils vont trouver des façons de couper le papier. C'est exactement ça, ouais. Donc la question se pose, est-ce qu'un jour... La seule façon, c'est qu'ils écrivent avec le même papier que nous, et sur les mêmes supports que nous. Comme ça, que le meilleur gagne. Donc, s'ils ont le monopole du papier et le monopole, on est foutu. Espérons effectivement qu'il n'ait pas le monopole du papier, qu'on n'ait pas besoin d'avoir nos propres arbres pour faire notre propre papier, pour faire avec notre propre encre, etc. Dans un régime communiste, vous n'avez pas le droit. Ce qui est très compliqué pour une maison d'édition, c'est sûr. Il faut faire une intégration verticale, oui, depuis le... C'est ça, il faut avoir tout de la base à la finition, ça va être compliqué après. Donc voilà, je voulais parler de tous ces sujets-là aujourd'hui. Il y aura peut-être plus de sujets, des sujets peut-être plus brûlants la semaine prochaine, je sais pas. Peut-être un petit retour sur le front ukrainien, des choses comme ça. Nous verrons. En attendant, je remercie tout le monde pour leur attention particulière. Je les redirige comme d'habitude vers nos autres pages de réseaux sociaux, hein. Évidemment, YouTube c'est le plus important, mais enfin on est là aussi sur Twitter, on est là sur Instagram, il y a le compte de Charles Gave sur Instagram, il y a le compte sur TikTok aussi, où vous avez des performances incroyables. On tape le million de vues par moment, notamment la vidéo sur les véganes a fait particulièrement sensation. Ça a été assez exceptionnel. Je précise que ces émissions sont disponibles en podcast, pas sur Apple Podcast, mais sur Deezer et sur Spotify. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si peut-être la meilleure manière de nous soutenir, comme d'habitude, c'est de partager la vidéo, de la partager surtout à vos copains qui ne nous connaissent pas. C'est la meilleure manière de nous faire connaître et de aux gens que vous détestez vraiment, vous savez, dont vous pensez que je vais les énerver. Vous le voyez. Vous êtes dans un groupe de discussion de gauche, glissez la discussion comme ça, la vidéo, vous mettez le lien, hop, vous dites rien, vous le glissez là, vous dites rien, vous regardez ce qui se passe. Voilà, si vous détestez un gars, vous lui envoyez mes vidéos. C'est ça. Donc, encore un grand merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Au revoir. Merci beaucoup.